Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Nous allons continuer avec notre sujet, qui est l'esclavage mentionné dans la prophétie de Genèse 15-13, et parler de son accomplissement. Comme on l'a vu, cela ne s'est pas réalisé avec l'histoire de Moïse dans le livre de l'Exode. On a aussi démontré que les Israélites bibliques antiques étaient des Noirs. Du coup, il sera question dans cette vidéo de comprendre qui sont alors les Juifs blancs qu'on voit aujourd'hui et les comparer avec les Noirs, les hommes noirs d'aujourd'hui. Et enfin, on va terminer avec l'accomplissement de Genèse 15-13. Tout d'abord, on va ajouter un élément de plus qui appuie que les Israélites étaient noirs. Donc parmi les éléments qu'on a déjà apportés dans la première vidéo, il était question que l'Égypte était noire, que si l'Égypte était noire, alors Moïse et les Hébreux l'étaient aussi. Donc on ne va pas y revenir, vous pouvez aller voir la première vidéo qui est en lien en dessous de votre écran YouTube. Alors on va rapidement voir que sans le vouloir, Rachi en fait vient appuyer notre position. Rappelons que Rachi était un grand rabbin, écrivain et philosophe qui a vécu il y a 1000 ans et il est célèbre pour ses commentaires sur la presque totalité de la Bible hébraïque. Et c'est l'une des principales autorités rabbiniques du Moyen-Âge et une des figures les plus influentes du judaïsme. Donc les rabbins d'aujourd'hui n'arrêtent pas de citer Rachi. Alors, voyons comment, dans son commentaire, il se fait prendre en fait à son propre piège en disant que les Égyptiens étaient noirs. Peut-être qu'il voulait plaire aux racistes de son époque. Néanmoins, peut-être même que lui-même était raciste, on n'en sait rien. Mais là, ici dans le texte, il s'attaque aux Égyptiens. Voici son commentaire de Genèse chapitre 12, versets 11 à 13. On va d'abord voir le verset en question, les versets en question dans la Bible. Ensuite, on va écouter son commentaire. Donc nous lisons Genèse 12, 11. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Versets 12 et 13 maintenant. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Fin de citation. Et voici maintenant donc le commentaire de Rachi, il dit, et voici le sens littéral du verset. Donc on parle du verset 11. Le moment est venu maintenant de se faire du souci à cause de ta beauté. Je sais depuis longtemps que tu es belle. Donc c'est Abraham qui parle en fait à son épouse Sarai. Mais nous arrivons maintenant parmi les gens noirs et laids. Les frères des habitants de Couche, entre parenthèses les Éthiopiens, qui n'ont pas l'habitude de voir de belles femmes. Fin de citation de Rachi. Comme vous voyez, donc il y a 1000 ans en France, ce rabbin, qui est un des plus influents du judaïsme d'aujourd'hui et encore, savait que les Égyptiens étaient des Noirs. On ne va pas commenter le côté injurieux et raciste, mais simplement retenir que là, il vient par la même occasion de confirmer la noirceur des Israélites sans le vouloir. Donc allez donc voir vous-même le film Exodus qui raconte l'histoire de Moïse et des Israélites en Égypte et changez tous les Égyptiens en noirs, comme le dit Rachi, comme on l'a déjà démontré dans la première vidéo, et vous verrez que le film n'a plus aucun sens. Donc en réalité, Hollywood, les historiens, les religieux et ainsi de suite voient bien que les Israélites étaient noirs, que les Égyptiens étaient noirs, mais tout simplement, ils ne peuvent pas l'accepter. C'est pourquoi eux-mêmes, ils deviennent aveugles à force de considérer les choses ainsi. Mais alors, qui sont les Juifs blancs qu'on retrouve aujourd'hui en terre d'Israël? Donc, on va en parler. Nous allons donner des éléments de réponse maintenant et d'autres prochainement si Dieu veut. Mais nous avons vu donc que les Israélites de la Bible étaient noirs. Certains de ceux qui vont le reconnaître diront que même si ils étaient bien noirs, mais avec le temps, il y a eu du métissage et ils sont maintenant devenus blancs. Où est le problème?
Donc on peut effectivement tout supposer et tout imaginer, mettre des si partout, mais on sait une chose qui est certaine, c'est que sur près de 13 ou 14 millions de juifs qu'il y a dans le monde aujourd'hui, 10 millions sont des Ashkénazes, c'est-à-dire des juifs originaires d'Europe de l'Est. Tandis que le reste est composé essentiellement de juifs séfarades et misraïs, respectivement juifs espagnols et juifs orientaux, qui au final en fait se ressemblent et pratiquent un même judaïsme à peu de choses près. Donc les autres juifs reconnus tels que les Éthiopiens, les Yéménites ou les Indiens sont en nombre insignifiant par rapport à ces groupes qu'on a cités précédemment, donc Ashkenaz, Séfarade, Misraï. Alors il est intéressant de se demander qui sont les juifs ashkénazes majoritaires et les séfarades donc qui arrivent juste après eux. On va commencer d'abord une partie avec les ashkénazes. Donc selon eux-mêmes, ils viennent de l'ancien pays de Judée en Palestine, d'où ils ont été chassés par les Romains après les avoir vaincus. Donc les Romains les ont vaincus en l'an 70 après l'ère chrétienne et au siècle suivant. Ainsi, ils se sont installés à Rome, puis ont migré en Allemagne, d'où leur nom de Ashkénazes, en fait, qui désigne les germaniques selon eux. Et ce n'est que par la suite qu'ils vont aller en Europe de l'Est. Donc voilà la version des Ashkénazes, la version officielle, on va dire. Bien évidemment, quand on sait que les Israélites, les Judéens, les Hébreux de l'Antiquité étaient noirs, on ne peut que s'étonner en fait de cette invraisemblance, donc de cette histoire des Juifs ashkénazes telle que eux le racontent. Pourtant, en s'attribuant donc ce nom de Ashkénaz, ou plutôt en le conservant, en le gardant, ils dissimulent très mal leurs véritables origines. En effet, le terme Ashkénaz vient de la Bible. Genèse 10, verset 3. Les fils de Gomer, Ashkénaz, Riphat ou Ripat, et Togarma. Fin de citation. Et si nous allons dans le verset juste avant, on constate que Gomer, donc le père de Ashkénaz, est lui-même le fils de Japhet. Donc Genèse 10, verset 2, les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madai, Juvan, Tubal, Meshech et Tiras. Fin de citation. Comme vous le savez, probablement Japhet est un des 3 fils de Noé, avec ses 2 frères Sem et Cham. Et c'est là que nous avons un gros problème. Car étant donné que Ashkénaz n'est pas un descendant de Sem, mais de son frère Japhet, les juifs ashkénazes ne sont donc pas des sémites. Ils ne devraient donc pas parler d'antisémitisme, mais d'anti-japhétisme. Cela les correspond mieux, puisqu'ils sont les descendants de Japhet et non pas de Sem. De plus, Israël et Juda descendent de Sem et non pas de Japhet, ce qui veut dire que les juifs ashkénazes d'aujourd'hui ne peuvent venir de Judée comme ils le prétendent, mais des endroits qu'on attribue à Japhet. Nous avons vu que les Israélites étaient noirs, avec des preuves bibliques et historiques, donc les ashkénazes sont forcément des juifs convertis au judaïsme suffisamment tard au point de ne pas avoir privilégié de revendiquer être la descendance de Sem. Sem qui est ancêtre de Abraham et Juda, mais au contraire ils ont affirmé être les descendants de Japhet. Ainsi les Ashkénazes, qui on le rappelle encore représentent plus de 10 millions de juifs sur environ 13 ou 14 millions dans le monde, ils sont ultra majoritaires, donc c'est-à-dire qu'ils représentent environ 80 à 90% du total des juifs de notre époque. Et ces juifs-là, lorsqu'ils se sont convertis, ne sont pas présentés comme les descendants de Sem, mais plutôt de Japhet. Et certainement par rapport à l'endroit où ils se trouvaient. Donc, puisqu'ils étaient convertis au judaïsme, ils ont lu dans la Bible, ces endroits-là correspondaient à Japhet et non pas à Sem, alors voilà comment ils se sont identifiés. Alors qu'ils auraient pu directement dire, nous sommes les descendants de Juda, ou de Abraham, ou de Sem, sémites.
Donc à l'époque, on voit que ça n'avait pas d'importance pour eux. Donc maintenant, on va parler de comment cela s'explique. En fait, en dehors de la fausse thèse qui veut qu'ils soient venus de Judée pour passer par l'Italie, l'Allemagne et l'Europe de l'Est, il y a une autre thèse que les Ashkénazes préfèrent eux-mêmes cacher et condamner. Donc c'est la thèse de l'origine khazare que, comme vous allez le voir, est bien plus logique et bien plus crédible. Pour parler des Khazars, on va d'abord un peu parler des Juifs séfarades, qui veut dire Juifs d'Espagne et qui représentent l'autre grand courant du judaïsme après les Ashkénazes. Paul Wexler, linguiste israélien de l'université de Tel Aviv, affirme que, d'après les recherches, il est impossible de retracer l'histoire des Juifs séfarades, et encore moins depuis la fin du royaume de Juda ou de la Judée par les Romains. Mais on peut seulement supposer que ce sont des habitants de l'Espagne qui se sont convertis dans les premiers siècles de l'ère chrétienne au contact des esclaves, des marchands et des soldats romains qui eux-mêmes s'étaient convertis au judaïsme. Et l'Espagne n'est pas un cas exceptionnel de conversion puisque cela est arrivé dans d'autres parties de l'Empire romain. Donc qui s'étendait, comme on le sait, sur une grande partie de l'Europe occidentale et allait jusqu'au Moyen-Orient en passant même par l'Afrique du Nord. Vous pouvez le voir sur la carte. Mais on va voir plus loin que un événement favorable va faire de l'Espagne le plus grand foyer de tous ces juifs convertis, où une grande partie d'entre eux va émigrer. Donc on parle de ces juifs qui étaient dans l'Empire romain. Donc l'Espagne va devenir un de leurs plus grands foyers, sinon tout simplement le plus grand foyer de l'époque. Mais avant d'en parler, on va parler des travaux de Paul Wexler et de son livre Les origines non juives des juifs séfarades. Donc, voyant qu'il était impossible de retracer l'histoire des séfarades, Paul Wexler, par manque de témoignages historiques, va se pencher sur la langue parlée et écrite et analyser donc la langue parlée et écrite des séfarades et voir quelles en sont les origines et les influences. Et ce que Wexler va découvrir est terrible en fait, car il va d'abord confirmer ce que beaucoup de gens savaient déjà, c'est-à-dire que les séfarades proviennent de différentes origines, donc ils ne sont pas un peuple avec une origine unique. Donc, comme on l'a dit, c'était déjà des gens qui étaient convertis à différents endroits, notamment de l'Empire romain, et ensuite qui se sont retrouvés en Espagne. Donc, cela confirme déjà ce que d'autres savaient auparavant. Donc, ils n'ont pas une origine unique. Ils ne peuvent pas dire on est des Juifs, des Judéens qui avons quitté le royaume de Juda et puis on s'est installé en Espagne. Donc ça ne tient pas et les gens le savaient déjà. Mais par contre, d'ailleurs, leur langue et leurs écrits contiennent une majorité, en grande partie en fait, de l'influence de la langue arabe et pour ce qui est de leurs coutumes et de leur religion, ils ont une majorité d'influence berbère. Mais la nouveauté importante que Wexler en fait va apporter, donc Paul Wexler va apporter, c'est que non seulement les Juifs d'Espagne, mais l'ensemble des Juifs d'Europe ne connaissaient ni la langue hébreu ni l'araméen. Donc ils ne pouvaient pas venir de Judée. Et l'hébreu n'apparaît dans leur texte à ces Juifs séfarades qu'à partir du Xe siècle après l'ère chrétienne. Et ce sont là les travaux d'un auteur israélien, d'une université israélienne. Donc pour les Juifs d'Europe, l'hébreu est devenu une langue importante que pour pouvoir rivaliser face à l'islam et au christianisme qui avaient chacun élevé, adopté les langues et les écritures arabes et latines au rang de langue liturgique pour leur culte et tout ce qui est sacré. Donc, auparavant, l'hébreu leur était inconnu à ces juifs séfarades. Donc certains vont dire oui, mais les Africains non plus ne parlent pas hébreu. Eh bien, sachez simplement que on vous réserve quelques petites surprises à ce sujet. Mais en attendant, retenez déjà que les Falachas d'Éthiopie ou Bêta Israël, qui sont des juifs noirs, ils parlent une langue sémite qui est issue du Gèze et qui est proche de l'hébreu.
De plus, l'amharique, la langue qu'ils parlent, est parlée par des dizaines de millions de gens dans la corne de l'Afrique, qui sont pourtant pas forcément juifs. Il y en a qui sont chrétiens, d'autres sont musulmans, et d'autres langues sémites comme le tigrana ou le tigré sont aussi pratiquées en Afrique encore aujourd'hui. Les juifs d'Éthiopie descendent des Sabéens. Or, il y a deux descendances de Saba. Il y a la descendance de Cush dans la Bible, et il y a la descendance de Sem, donc des Sémites. Donc Genèse chapitre 10 verset 28 qui dit que Séba est un des descendants de Sem. Mais il y a aussi Avila. Donc vous pouvez le voir sur la carte à l'écran. Sur une carte à consonance juive, vous voyez que Avila est bel et bien un descendant de Sem. Et Avila aussi dans la descendance de Cush. Donc vous voyez que Séba et Avila se trouvent dans les deux descendances. Donc cela n'a rien à voir avec les descendants de Japhet, comme les Ashkénazes, ou encore cela n'a rien à voir avec les Juifs d'Espagne, qui sont totalement étrangers aux langues sémitiques. Ajoutez à cela d'autres Juifs noirs, comme les Zimriarites du Yémen, qui parlent l'arabe, une autre langue sémite. Et il y avait même qui parlaient encore l'araméen. Donc, ça c'est déjà suffisant pour le moment, pour montrer que les Juifs noirs, eux au moins, on peut les attribuer donc les langues sémitiques, proches de l'hébreu. Donc maintenant, on va parler de l'événement, ou plutôt de l'avènement favorable qui va permettre aux Juifs séfarades de prospérer en Espagne et d'attirer des Juifs de différents endroits de l'Europe et d'Afrique du Nord, voire même au-delà, vers l'Espagne. Donc il s'agit de l'avènement de l'islam et de sa conquête de la péninsule ibérique dans laquelle se trouve l'Espagne. Il faut rappeler que vers le 5e siècle, les Wisigoths, un peuple germanique et nordique, avaient envahi l'Espagne. Étant chrétiens, ils ont commencé à persécuter les Juifs, dont un grand nombre se sont réfugiés en Afrique du Nord. Et à partir de là, un siècle plus tard, donc ils ont été persécutés, là où ils ont vraiment commencé à fuir, c'était au 7e siècle. Et au siècle suivant, donc au 8e siècle, ils vont prendre leur revanche et accompagner les armées musulmanes composées de Berbères d'Afrique du Nord et d'Arabes qui vont conquérir l'Espagne. Et grâce à cette alliance, les Juifs restés en Espagne et ceux qui sont arrivés d'Afrique du Nord vont prendre une place importante en Espagne, tandis que beaucoup de chrétiens, eux, vont prendre la fuite devant l'arrivée des musulmans. Les Juifs, ainsi, vont prendre leur place, notamment à la tête de certaines villes. Pendant 600 ans, en Espagne, il y aura des musulmans sur le sol de ce pays, et cela va beaucoup profiter aux Juifs qui viendront de différents endroits, notamment de l'Europe et d'Afrique du Nord, ce qui explique le fait que ces Juifs aujourd'hui représentent le second courant majoritaire du judaïsme aujourd'hui après les Juifs ashkénazes. Et ils ont profité surtout pendant une époque où l'islam ne se répandait pas encore rapidement en Espagne. Donc eux, ils étaient déjà installés depuis longtemps. Ils ont eu un temps d'avance sur les musulmans. Mais bien évidemment, après, les musulmans ont quand même réussi à freiner pour ne pas forcément se retrouver envahis de juifs sur un territoire que eux-mêmes contrôlaient, à savoir l'Espagne. Et justement, pour parler de l'origine des Ashkénazes, on va évoquer l'histoire d'une correspondance entre un médecin juif, séfarade, et le roi d'un empire que très peu de gens connaissent. Donc c'est l'histoire du médecin Azdaï ibn Shaprut, qui est aussi un conseiller important à la cour du calife de Cordoue, Abdelrahman III. On rappelle que Cordoue se trouve en Espagne, il s'agit de la capitale du sultanat musulman qui était dans ce pays. Azdaï a entendu parler d'un empire juif du nom de Khazar, à l'extrême est de l'Europe. Surpris et fou de joie d'apprendre l'existence d'un royaume juif
qui n'était pas contrôlé ou qui n'était pas aux mains des chrétiens ni des musulmans, il décide d'écrire une lettre au roi de cet empire juif qui se nomme Joseph, fils de Aaron. Dans la lettre, il pose beaucoup de questions comme la taille du pays, le système de transmission du pouvoir, les amis et les ennemis de cet empire, etc. Mais la question qui nous intéresse est de quelle tribu est le roi des Khazars ou le peuple des Khazars. À cette question, le roi Joseph, fils de Aaron, répond que, donc on va le citer, il dit ceci: vous m'avez demandé dans votre lettre de quelle nation, de quelle famille et de quelle tribu nous sommes originaires. Vous devez savoir que nous sommes les descendants des fils de Japheth et des fils de Togarma, son fils. Ici, comme vous le voyez, ce roi dit que lui et son peuple sont des descendants de Japheth et non pas des descendants de Sem. Pourtant, ils sont convertis, pourtant ils sont juifs. Donc, puis il continue son récit et il dit: et de nombreuses générations se sont écoulées jusqu'à ce qu'advienne un roi du nom de Bulan, qui était d'une grande sagesse et craignait Dieu, dans lequel il investit sa confiance de tout cœur, et il fit interdire les sorciers et les païens dans son pays, et se plaça sous ses ailes protectrices. Et le roi réunit tous ses ministres ainsi que tous ses sujets, et transmit à son peuple toutes ces choses. Et ses sujets en apprécièrent la valeur, ils acceptèrent son jugement, et ils se mirent sous la protection de la révélation divine. Ensuite advint au trône un fils de ses fils, appelé Ovadia, qui était juste et droit. Il reforma l'empire et transforma ce jugement en règle et en force de loi. Et il fit construire des synagogues et des écoles rabbiniques et réunit les plus sages parmi les sages d'Israël. Fin de citation. En bref, dans la lettre, le roi raconte tout simplement la conversion par étapes de son peuple au judaïsme sur plusieurs générations. Donc ça a pris du temps. Les extraits de cette correspondance, de cette lettre entre le roi des Khazars et le médecin juif d'Espagne se trouvent entre autres dans les livres de Arthur Koestler, la 13e tribu, et celui de Shlomo Sand, comment le peuple juif fut inventé. Donc ces deux auteurs sont des Israéliens qui se sont rendus à l'évidence que la légitimité de l'État d'Israël ne peut pas se reposer sur le récit biblique de la promesse d'Abraham, car les Juifs d'aujourd'hui n'ont aucun lien biologique, historique, avec ceux de l'Antiquité ou de la Bible. En lisant leurs livres et d'autres textes sur les Khazars, on apprend que les Khazars se sont convertis au judaïsme vers le début de l'expansion musulmane, afin de faire face justement aux puissances monothéistes qui étaient à leur porte et qui pouvaient les menacer, à savoir donc les musulmans et les chrétiens byzantins. Donc cela a fonctionné car l'empire khazar est devenu l'un des plus puissants de son époque. Pourtant, il est étrange que très peu de gens connaissent cet empire juif. Donc Benjamin Friedman, un juif apostat qui s'est converti au christianisme, raconte qu'un jour, il a convoqué des officiers militaires au Pentagone, donc aux États-Unis, pour les mettre en garde à propos du conflit israélo-palestinien qui était encore à ses tout débuts, en leur faisant comprendre que la plupart des Juifs viennent de l'empire khazar et non pas d'Israël ou de la Palestine. À la fin de la réunion, un des officiers est venu le voir pour lui dire que cela faisait près de 20 ans qu'il enseignait l'histoire dans une des meilleures écoles supérieures des États-Unis, mais qu'il n'avait jamais entendu parler de cet empire des Khazars. Donc cela vous donne une idée de la volonté d'occulter, de cacher cet empire dans l'histoire, et surtout quand on sait que la destruction de l'empire khazar vers le XIIIe siècle par les Mongols et selon d'autres sources par les avancées russes, les Khazars se sont déversés en Europe de l'Est et en Russie avant qu'un grand nombre s'installe finalement en Allemagne sous le nom de Ashkénazes. Donc cela explique mieux pourquoi il y avait tant de Juifs en Russie et en Europe de l'Est et aussi en Allemagne.
Donc la langue des Ashkénazes n'est pas l'hébreu, mais le yiddish, composé à 80% d'allemand et les 20% restants de mots en langue slave et russe. Donc vous voyez que la thèse khazare est beaucoup plus logique, beaucoup plus crédible, puisque cet empire-là se trouvait dans le Caucase, dans la région de la Volga. Et forcément, c'est proche de l'Europe de l'Est. Donc lorsqu'ils ont été repoussés, lorsqu'il y a eu des avancées plutôt mongoles, qui venaient, eux, de l'Est, forcément, ils ont fui vers l'Ouest, et à l'Ouest, on a l'Europe de l'Est, et puis l'Allemagne, etc. Donc les Khazars ont adopté l'utilisation de l'écriture hébreu, mais l'exprimant dans leur langue, et donc pas en hébreu. Donc, eux aussi, ils ont repris l'écriture des Hébreux, mais c'était pour parler, c'était pour écrire, par exemple, en yiddish. Donc, ceci nous éclaire sur les motivations de s'appeler, en fait, Ashkénazes, car à l'époque de leur installation en Europe chrétienne, ils n'auraient jamais pu prétendre descendre de Sem ou Abraham, car on savait, de par leurs origines et leur culture, qu'ils étaient des peuples convertis tardivement. Mais avec le temps, ils ont écrit leur histoire comme d'autres peuples l'ont fait pour légitimer. Par exemple, on sait que pour se légitimer, par exemple, on sait que les Turcs sont arrivés tardivement en Anatolie, donc l'actuelle Turquie, vers l'an 1000, donc après avoir battu les Romains byzantins, et notamment avec Arslan, le roi des Oghuz, une des tribus turques seljoukides, qui étaient installées dans cette région de la Turquie actuelle. Mais eux, ils ne viennent pas de là. Maintenant, ils se croient quand même descendants des Hittites. Donc, d'après Shlomo Sand, donc les Juifs sionistes n'ont jamais pardonné à Arthur Koestler, pourtant un grand partisan de l'existence de l'État d'Israël, pour avoir écrit son livre La 13e tribu, qui laissait entendre que les Juifs d'Europe de l'Est sont d'origine khazare et non pas de la Palestine ou Judée antique. Shlomo Sand dit que Koestler pensait qu'il suffisait de s'appuyer sur la résolution des Nations Unies de 1947 sur la création d'un État juif, l'État d'Israël, pour que cet État soit légitime. Mais qu'il n'avait pas compris à quel point l'énigme sioniste reposait tout entière sur les liens avec un passé mythologique en Judée, en Palestine. Ajoutez à cela qu'une étude génétique de la revue britannique Genome Biology and Evolution est venue appuyer ou confirmer la thèse de l'origine khazare des Juifs ashkénazes selon le généticien Eran Elaik, qui a minutieusement examiné les résultats. Donc vous pouvez le voir à l'image, l'article. Ainsi, même la soi-disant génétique a ramené la majorité des Juifs à des origines dans le Caucase, dans les plaines de la Volga, et non pas en Israël. Parce que, comme on l'a vu, les vrais Israélites, Hébreux, Judéens, etc. étaient des Noirs. Alors que quand on s'enfonce dans l'Antiquité, on constate que les peuples du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord jusqu'en Europe étaient des Noirs. Mais bon, c'est un autre sujet, mais on en reparlera si Dieu veut. Mais le cinéma et l'abondante littérature raciste a blanchi les Mésopotamiens, les Égyptiens, les Libyens et bien d'autres peuples. Alors, Israël biblique n'est pas une exception, c'est plutôt la règle, mais une règle raciste. Donc, lors de la création d'Israël en 1948, les Falachas, les Bêta Israël, les Juifs noirs originaires d'Éthiopie ont été refusés alors qu'on acceptait des prétendus Juifs blancs venus du monde entier. Et plus tard seulement, on va faire venir par milliers des Falachas dans un gros coup de publicité pour ensuite, quand ils vont s'installer en Israël, apprendre des années plus tard que on a forcé leurs femmes à se stériliser de peur qu'elles se reproduisent en grand nombre sur la terre d'Israël. Donc ce qui explique pourquoi leur nombre n'a jamais vraiment augmenté depuis leur arrivée en Israël.
Vous voyez un peu le racisme qui règne aussi dans ce pays, jusqu'au point d'aller stériliser des femmes juives noires, alors que ils nous ont fait un gros coup de pub pour dire regardez, on a rapatrié des juifs noirs d'Afrique. Et soi-disant, selon eux, en fait, pour que s'accomplisse la prophétie de Sophonie 3.10 qui dit que d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Donc, vous voyez, donc eux-mêmes, ils cherchent à forcer un peu les prophéties bibliques, en oubliant tout de même que ce peuple-là s'appelle Éthiopie depuis peu de temps, alors que les Éthiopiens antiques, ce sont avant tout les Couchites au sud de l'Égypte, etc. Puisque ceux-là, qu'on appelle Éthiopiens aujourd'hui d'Addis Abeba, ce sont des Sabéens. Dans de prochaines vidéos, on montrera, si Dieu veut, pourquoi la terre d'Israël ou la Palestine n'est ni la terre promise, ni une terre sainte pour la véritable descendance d'Abraham. Donc la terre promise est en Afrique, et ce n'est pas la première fois dans l'histoire, d'ailleurs, qu'on va déplacer un récit d'un pays à un autre pour se l'approprier, comme on le verra si Dieu veut. On va lire et commenter un passage de Shlomo Sand pour terminer à propos des usurpations et appropriations identitaires et historiques de différents peuples dans son livre Comment le peuple juif fut inventé. Donc il cherche à faire comprendre que le cas des Juifs n'est pas un cas isolé, n'est pas un cas unique. Il dit ceci en parlant d'un citoyen israélien. À l'école primaire, il a appris que les héros de la Bible ont conquis le pays qui lui a été promis. Même si issu d'un milieu athée, il pouvait avoir des doutes sur cette promesse. Il justifiait assez naturellement les soldats de Josué, fils de Nun, qu'il voyait un peu comme ses ancêtres. Donc ça, c'est concernant les Israéliens, ce qu'on leur apprend à l'école. Donc grâce aux travaux des chercheurs grecs et d'autres nationalités, donc je poursuis, il dit, maintenant, il poursuit en disant, grâce aux travaux des chercheurs grecs et d'autres nationalités européennes, à l'imagination fertile, les citoyens de la Grèce moderne ont commencé à se considérer comme les descendants biologiques de Socrate, d'Alexandre le Grand ou encore, suivant un récit parallèle de substitution, comme les héritiers de l'Empire byzantin orthodoxe. On s'arrête là un instant. Vous voyez que même les Grecs d'aujourd'hui croient qu'ils descendent directement de Platon, etc. Mais en réalité, il y a eu tous ces peuples qui sont passés et eux, ils croient qu'ils descendent de tout cela. Bon, les tribus gauloises qui ont résisté aux légions de Jules César ont été décrites dans les écoles de la Troisième République comme composées d'authentiques Français. Là encore, Shlomo Sand nous montre que les Français ont fait pareil avec les Gaulois. Alors qu'entre-temps, on sait qu'il y a eu les Francs, les Carolingiens, Mérovingiens, les Goths, etc. qui sont passés par là. Mais ils directement s'identifient aux Gaulois. Il continue. Les pères de la nation roumaine ont relié leur identité moderne à la Dacie antique, colonie romaine, et forts de ce lien glorieux ont baptisé de Roumanie leur nouvelle langue nationale. En Grande-Bretagne, la tribu celte des Icènes, qui a mené une lutte acharnée contre l'envahisseur romain sous la conduite de Boadicée, fut perçue comme le premier noyau d'Angleterre. L'image vénérée de Boadicée a été immortalisée sous forme de statue à Londres. Des auteurs allemands se sont référés aux écrits de Tacite où s'illustrent les Chérusques, conduits par Arminius, qu'ils désignèrent comme les pères de leur antique nation. Même Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, propriétaire d'une centaine d'esclaves, a tenu à ce que les effigies de Hengist et Horsa, les deux premiers chefs saxons qui ont conquis l'Angleterre au siècle du baptême de Clovis, figurent sur les sceaux officiels de l'État.
Il a justifié ainsi cette proposition originale. Ils sont ceux dont nous proclamons avoir l'honneur de descendre et dont nous avons adopté les principes politiques et la forme de gouvernement. Il en alla de même au Xe siècle, après l'effondrement. Non, il en alla de même au XXe siècle. Après l'effondrement de l'Empire ottoman, les citoyens de la nouvelle Turquie apprirent qu'ils étaient blancs et indo-européens et qu'ils avaient pour ancêtres les Sumériens et les Hittites. Un officier britannique paresseux a tracé les frontières de l'Irak en ligne droite sur une carte et ceux qui devinrent ainsi tout d'un coup irakiens apprirent de leurs historiens autorisés qu'ils étaient tous à la fois les descendants de l'antique Mésopotamie et en tant qu'Arabes les héritiers des héroïques guerriers de Salahdin. Donc vous voyez que même les Irakiens, alors que ça s'est passé en 1916 avec les accords Sykes-Picot, qui a en fait tracé les frontières de l'actuel Irak et aussi d'autres pays du Moyen-Orient. Comme ça, c'était un Britannique. Il a tracé les frontières et du coup, les Irakiens se sont créés une nouvelle identité nationale en prétendant qu'ils étaient les descendants des Mésopotamiens, des Arabes et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça c'est tout récent. Et vous voyez l'absurdité en fait de ces récupérations identitaires. De nombreux Égyptiens ont été persuadés que l'antique royaume des pharaons païens fut leur patrie originelle, ce qui ne leur a pas paru incompatible avec leur fidélité à l'islam. En Inde, en Algérie, en Indonésie, au Vietnam et en Iran, ils sont nombreux à croire que leur nation a toujours existé. Les élèves dans les écoles apprennent très tôt par cœur des récits historiques au long cours. Donc là, je cite là, donc c'est la fin de citation du livre de Shlomo Sand. Vous voyez que lui-même l'a remarqué. Donc lui qui est israélien, qui devrait se dire je suis juif, dit non, ça c'est pas la réalité. Il y a eu bien d'autres peuples et nous, on s'est juste convertis. Et d'autres peuples ont fait la même chose. Les Égyptiens, etc. Et voilà comment on s'approprie une identité historique et on usurpe une identité. Donc voilà comment les Juifs d'aujourd'hui ont hérité du titre du peuple élu de la Bible. Et quand on dit cela à des Noirs qui, eux, ont été conditionnés à s'imposer, même sans le savoir, une identité d'esclaves et de sauvages, beaucoup de Noirs disent ça change quoi qu'ils soient blancs ou noirs, alors qu'ils sont des millions de chrétiens noirs aux États-Unis, en Afrique et dans la diaspora, à prier pour l'État d'Israël, à donner de l'argent pour le peuple le plus riche du monde. Selon GSS News, un média juif, 10% des milliardaires sont juifs, alors que les juifs sont que 14 millions sur 7 milliards d'habitants sur cette planète. Et ce sont les noirs qui sont eux les plus pauvres sur la terre, qui au lieu de s'aider eux-mêmes, veulent aider Israël en croyant que si les Juifs acceptent le Christ, qui est leur frère, le Christ reviendra sur terre. Voyez-vous donc ça. En effet, ces millions de chrétiens noirs et musulmans, qui sont aussi noirs, donc musulmans noirs, croient qu'un Jésus blanc va un jour revenir sur cette terre. Alors que si le vrai Christ noir revient, forcément, ils vont le rejeter et sûrement même le combattre, se condamnant eux-mêmes devant Dieu par ignorance. Alors oui, cela change beaucoup de choses et d'ailleurs on y reviendra encore si Dieu veut. Enfin, un détail important sur les Khazars, mais qu'on ne va pas détailler pour cette fois, c'est qu'ils étaient divisés en deux sectes. Donc selon Ibn Fadlan, un auteur musulman qui a été ambassadeur du calife de Bagdad, donc en tout cas qui était ambassadeur du dirigeant musulman à Bagdad. Il dit qu'il y a deux sectes. Il y a les Khazars ou Khazars noirs qui ont la peau très sombre, et il y a les Al-Khazars, les Khazars blancs,
Mais comme par hasard, aujourd'hui, il ne reste apparemment que les Khazars blancs. Tout du moins, en tout cas, pour ce qui est des Juifs Khazars. Or, on sait qu'à cette époque-là, les Khazars étaient déjà convertis au judaïsme et étrangement, on ne retrouve plus aujourd'hui les Juifs Khazars noirs. Mais bon, ça c'est une constante. Si on regarde bien dans l'histoire, il y avait des Syriens noirs et des Syriens blancs. Aujourd'hui, on a que les Syriens blancs. Il y avait des Égyptiens noirs. Aujourd'hui, on a des Égyptiens blancs. Des Libyens noirs, on a des Libyens blancs qui sont majoritaires. Des Marocains noirs, on a des Marocains blancs aujourd'hui. Donc, c'est simplement quelque chose qui doit vous faire raisonner, qui va vous faire réfléchir. Maintenant qu'on a montré que les Juifs blancs d'aujourd'hui ne sont pas israélites, ne sont pas les Israélites de la Bible, mais des convertis qui en plus se basent plus sur le Talmud et d'autres traditions de rabbins que sur la Bible pour leurs enseignements. On a montré aussi que les vrais Israélites antiques et bibliques étaient noirs. On peut maintenant revenir sur la prophétie faite à Abraham dans Genèse 13-15 et Genèse 15-13. D'ailleurs, remarquez qu'il y a eu une inversion 13-15, 15-13. Donc,